Vous écoutez Un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant. Le podcast d'inspiration créative et créatrice. Bonjour Adélaïde, merci beaucoup de m'accueillir dans ton bureau d'écrivain pour ce nouvel épisode du podcast Un monde vivant. Je suis ravie de partager ce moment avec toi aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a quelques temps, il y a 2 ans maintenant je dirais, à une retraite pour femmes au Portugal sur la médecine de l'utérus. Toi, à ce moment-là, tu nous le détailleras plus tard, mais je me souviens que tu disais que tu étais en train de faire des recherches pour ton nouveau livre et que ça parlait de femmes. Et à l'époque, j'avais pas plus d'informations, t'étais en plein dedans. Et voilà qu'aujourd'hui, en tout cas au mois de septembre dernier, ce roman que tu préparais à l'époque est sorti, qui s'appelle Puisque l'eau monte, aux éditions Le Soir Venu. Et donc aujourd'hui, on va avoir une conversation sur beaucoup de choses, notamment sur ton processus créatif, artistique, sur l'écriture d'un roman, l'écriture d'un livre, et sur ton cheminement et ton parcours pour être qui tu es aujourd'hui. Donc bonjour Adélaïde. Bonjour Sarah, merci d'être venue jusque dans mon petit antre d'écrivain. Ma première question pour toi, c'est comment tu te présentes aujourd'hui ? Alors, écrivaine, féministe militante, co-directrice de la compagnie Une chambre à soi. Cette compagnie de théâtre, toi tu as été comédienne en fait avant de devenir écrivain. Comment s'est écrit ce chemin qui t'a amené assez tôt dans l'art, dans l'expression d'idées, d'émotions, d'histoires ? Comment ça s'est passé pour toi ? Mais moi quand j'étais petite, je voulais devenir romancière. Très tôt, à 7 ans, j'ai eu une... Enfin, je dirais, c'est pas vraiment exceptionnel, c'est assez banal, il y a beaucoup d'écrivains qui racontent la même chose que moi. À 7 ans, j'ai demandé une machine à écrire, parce que j'avais une vision assez romantique de ce que ça voulait dire être romancière. Et j'écrivais des petits machins par-ci par-là que mes parents trouvaient merveilleux, et qui, en réalité, étaient juste des petits machins d'enfants. Et puis à 9 ans, il m'est arrivé une grosse tuile et j'ai arrêté d'écrire. Ou alors, je n'ai écrit plus que de l'invective de soi, de la haine de soi, enfin voilà, des choses de cet ordre-là. Mais cette envie de raconter des histoires aux autres est restée, et j'ai trouvé d'autres formes, du coup, puisque l'écriture était devenue un champ de mine, d'autres formes pour le faire, et je suis devenue comédienne. C'est comme ça que j'ai raconté des histoires aux autres, c'était plus sécurisant pour moi de les raconter à travers les mots des autres. Et puis, petit à petit, j'ai fini par comprendre que... Enfin, le désir d'écriture restait là, très fort, très puissant, mais chaque fois que j'écrivais, il m'arrivait des histoires insensées, je perdais mes carnets. Le roman que j'ai le plus avancé, qui était sur l'histoire d'une tondue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et qui était très avancé, on m'a volé l'ordinateur, et j'avais vraiment... rien sauvegardé, enfin j'ai rien montré à personne, j'étais hyper superstitieuse. Et j'ai clairement pris ça comme un moment de fatum. Les cieux me disaient mais tais-toi. Et donc je me suis tue. J'ai continué à faire un petit peu d'écriture par-ci par-là, et puis par m'inscrire dans un atelier d'écriture chez Violette & Co, une librairie féministe qui était alors rue de Charonne, en me disant que peut-être si j'écrivais avec des gens autour de moi, j'aurais des crises d'angoisse moins violentes. Et ça a été le cas, et c'est au cours de ces ateliers d'écriture que j'ai compris que pour raconter d'autres histoires, il fallait que je commence par la mienne. Et donc j'ai écrit mon premier livre qui est un récit de cette grosse tuile dont je parlais ultérieurement, qui m'est arrivée à 9 ans, c'est-à-dire ma rencontre avec un violeur en série d'enfants. Et voilà. Et une fois que ça a été fait, que ce livre est sorti, j'ai pensé que maintenant j'allais recevoir la claire lumière de la création et qu'il allait suffire de m'asseoir à ma table pour que ça coule de moi, et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai mis 6 ans à écrire ce premier roman. J'ai eu à beaucoup réfléchir, beaucoup remanier, beaucoup le réécrire. J'espère que pour le prochain, je mettrai moins de temps. J'aimerais par exemple diviser par 2 le temps. Passer de 6 à 3 ans, déjà, ce serait pas mal. Le premier livre que t'as écrit et qui est sorti, donc La petite fille sur la banquise, est-ce que c'est un livre pour lequel ça a été aussi long d'écrire ? Donc c'était ton histoire, c'était pas un roman. Est-ce que c'était quand tu t'es remis à écrire après toutes ces difficultés, comme tu y parles d'ordinateur et de en fait, finalement de coups du sort qui faisait qu'il y avait un empêchement ? Est-ce qu'au moment où tu t'es dit là j'écris mon histoire et j'ai envie de la montrer au monde, de la montrer au public, ça a été aussi difficile ou d'un coup ça a été plus fluide ? Comment c'était pour toi ? C'était extrêmement simple. Ça m'a pris 2 ans et demi parce que ça représentait beaucoup
beaucoup de travail parce qu'il fallait mettre 25 ans dans quelques pages et puis j'avais vraiment ce désir très fort de remettre les mots à l'endroit, de trouver les mots justes, de sortir des mots qui mentent, de trouver les mots qui manquent. Donc il y avait toute cette recherche autour du langage qui demandait du temps de travail, mais c'était très joyeux, très simple, très direct. Je me suis sentie très portée pendant l'écriture par toutes les femmes qui m'avaient précédée pour écrire les violences, toutes les femmes qui iraient après moi pour continuer à écrire sur les violences. Enfin, ça a été une écriture, bien sûr, pour certaines pages, douloureuse, mais comme c'était pas une écriture thérapeutique parce que la thérapie, elle avait eu lieu, enfin, voilà, que c'était vraiment une écriture politique. Non, c'était très direct, c'était très simple. Et en parallèle, t'as aussi écrit d'autres essais aux éditions du Seuil. T'en as écrit 2, je crois. Donc après avoir sorti La petite fille sur la banquise, qui est sorti chez Grasset, j'ai coécrit un manifeste écoféministe avec Sandrine Rousseau et Sandrine Roudot, l'une qui est députée écologiste et l'autre qui est militante écologiste et éditrice. Et j'ai aussi participé à coordonner et écrit dans un recueil collectif qui s'appelle Sous nos regards, récits de la violence pornographique et qui est sorti en avril au Seuil et qui raconte l'envers du décor, c'est-à-dire comment se passent les tournages de porno en France, qu'est-ce que les femmes y vivent. Chaque autrice a rencontré une actrice, pas une actrice, une femme qui est... elles sont pas actrices, elles ont été piégées, et puis il s'agit pas de jeu, enfin je veux dire la violence a lieu pour de vrai, à aucun moment c'est de l'acting, le porno. Au regard de la loi, ce qu'elles ont subi c'est des actes de torture et barbarie. Donc on n'est vraiment pas dans le jeu, pas ouais. Du tout. Et donc voilà, elles sont dans l'attente de 2 gros procès qui vont avoir lieu et qui sont le procès French Bukkake et le procès Jackie et Michel. Puis bon, par ailleurs, enfin, je dis j'ai mis 6 ans, mais parce que j'ai fait plein de choses en même temps, mais ça m'a quand même vraiment pris 6 ans parce que c'était les temps de pause étaient des temps nécessaires. D'intégration aussi. D'intégration, de compréhension, de doute. Et d'ailleurs sur la pornographie, je fais juste une petite aparté, mais est-ce que toi c'était quelque chose que t'as appris au contact de ces femmes avec qui t'as échangé, qui se retrouvent dans ces systèmes-là un peu à leur insu? Enfin c'est quelque chose que tu savais avant ou t'as découvert en les rencontrant une réalité? Parce que ce sujet de la pornographie, je le trouve passionnant, encore peu évoqué. Alors moi j'étais donc victime de violences sexuelles quand j'étais enfant. Et comme beaucoup de victimes de violences sexuelles, j'ai cherché à me dissocier dans ma vie de plein de manières. Et l'une des manières, ça a été de regarder de la pornographie violente. Et j'ai été très abîmée par les images que j'ai vues dans ces moments-là, qui étaient par ailleurs des moments d'immense détresse. Et ça m'était toujours resté. Ces filles-là que j'ai vues dans ces images, que je choisissais pour pouvoir me dissocier extraordinairement violentes, qui étaient donc vraiment des violences filmées. Derrière, ça me restait, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? Et j'ai lu un article dans Le Monde de Lorraine de Fouché, une enquête sur French Bukkake, je suis tombée de ma chaise. Je me suis dit, moi j'ai le droit à un espace de parole publique, je ne peux pas ne pas l'utiliser pour le leur donner. Et du coup, avec Hélène Devinck et d'autres, on a monté, et Alice Géraud, enfin, et tout un collectif de femmes absolument exceptionnelles. On a monté ce collectif d'autrices et on est allé à leur rencontre. Voilà, c'est un projet qui est bénévole. Nous, nos avaloirs ont été versés aux plaignantes et tous les bénéfices du livre des éditions du Seuil sont versés à la Fondation des femmes pour les autres victimes de pornocriminalité. Merci pour ce partage. Ça fait longtemps que je trouve que la représentation de la sexualité par les hommes dans notre culture, dans notre société n'est pas bonne en fait. Et elle impose parfois des choses aux femmes. Et je me dis, il y a tout un imaginaire qui est aussi nourri par cette industrie-là. Et je vois de plus en plus qu'on commence à en parler et à soulever les bonnes questions. Parce que c'est pas juste dire la pornographie c'est mal. Parce que en fait, il y a des gens qui vont purger des choses dedans, qui vont se nettoyer, aussi se libérer, comme on prend un verre le soir ou quoi qu'on fasse pour un peu décharger la journée. Et donc en fait, je trouve que c'est intéressant de voir les causes. Qu'est-ce qui nous emmène à regarder de la pornographie ou à se soumettre aux dictats de la pornographie quand c'est le cas. Je te conseille de lire La séduction pornographique de Romain Rosac, qui est un livre formidable à ce sujet. Je prendrai la recommandation et puis je la mettrai en plus dans la description pour ceux qui sont aussi intéressés par ce chemin, de creuser ces connaissances-là. J'avais envie aussi de parler avec toi, donc là on va rentrer un petit peu dans le thème de ce roman, puisque L'Eau-Monte, qui parle beaucoup de lignées féminines, de lignées de femmes, de souvenirs de famille, du corps des femmes, et aussi des destins qui nous rattrapent parfois ou toujours. C'est la question d'ailleurs. Tu dis que tu as commencé cette écriture il y a 6 ans. Tu l'avais commencé donc quand on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à ce sujet pour un roman? Comment l'histoire t'est arrivée, t'est venue? Comment t'as eu envie de raconter ça? Le premier motif qui est venu, c'était celui d'une femme qui marchait dans Paris et dont je sentais qu'elle était à cet instant du vertige d'une existence où toutes les fondations partent à la dérive. Je savais pas encore exactement qu'est-ce qui lui était arrivé, mais je sentais qu'elle perdait pied. Assez vite aussi, il y a eu le motif du marais, où je savais qu'il y avait une histoire d'eau et de marais. Et puis, de façon générale, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires de corps de femmes.
C'est un endroit que j'ai envie de creuser. J'ai envie d'éclairer des espaces qui sont encore peu en littérature. J'ai envie d'écrire pour et par les femmes. Et mon écriture à moi, elle est très physique, très corporelle. Et j'avais envie de me plonger dans cette chose extrêmement fragile et intime de nos eaux intérieures. C'était encore assez flou au début, c'était juste cette idée-là, cette phrase qui d'ailleurs est dans le livre, que c'était une fille de l'eau et des marais. Je savais pas très bien encore pourquoi je pensais ça, mais puis après j'ai commencé à m'intéresser à l'utérus, à l'eau des utérus, etc., aux mémoires anciennes. Je saurais pas te retracer qu'est-ce qui est venu quand, de quoi, et comment mais tu ne sais plus comment. Enfin, la chronologie ne dit rien à l'affaire. Il y a des motifs extrêmement puissants qui sont venus assez tard. Dans une des premières versions du livre, elle avortait déjà, mais c'était hors champ. C'était quelques mois avant le début du livre. Et ça, pour le coup, je sais quand j'ai changé ça, c'est quand il y a eu l'annulation de la Roe Wade aux États-Unis, que j'ai pris comme une déflagration intime de savoir qu'un pays pouvait du jour au lendemain se retourner contre nous, un pays soi-disant civilisé et démocratique. Et du coup, à ce moment-là, je me suis mise à lire beaucoup plus de choses autour de l'avortement. J'ai relu Gisèle Halimi, j'ai relu plein de choses autour de ça. Et j'ai su à ce moment-là que ça aurait plus d'importance dans le cours du récit. Pour permettre aux personnes qui nous écoutent de suivre un petit peu autour de ce roman ce qu'on en dit, c'est l'histoire d'une jeune femme qui avorte. On le découvre dans les premières pages. Au début, moi je me demandais ce qui lui arrive et puis on comprend vite qu'elle est en train d'avorter. De cet avortement, c'est sa vie qui vacille puisque des sensations, des sentiments, des affaires de famille vont monter. Tout cela au sein même de son couple et de son plus proche environnement de vie actuel. Bon, moi j'ai envie de laisser aussi le plaisir aux personnes de le découvrir, donc je sais pas jusqu'où je dis, mais je vais dire cela en tout cas. Il y a cette notion de quand un événement comme ça est vécu et s'impose à nous pour des raisons qu'on découvre aussi dans le livre, on ne peut pas faire abstraction et le prendre comme une légèreté, parce que ça vient brasser beaucoup plus. C'est pas juste l'événement, c'est tout ce qu'il y a derrière. En tout cas, c'est comme ça que moi, ça m'est venu. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on découvre... En fait, moi, j'avais plein de questions au début du livre. Et en fait, le roman amène les réponses petit à petit. Et il y a comme aussi un jeu de patience. C'est une métaphore avec sa propre patience à l'héroïne de ce roman. De toute façon, elle a pas les réponses d'un coup. Et il lui faut faire son enquête, faire son chemin pour se comprendre et comprendre la source de ce présent-là. Et nous, on est avec elle et donc nos questions, petit à petit, trouvent réponse. On respire avec elle, en fait, dans la ponctuation. Donc on peut ressentir aussi cette tension. Et éventuellement, ses délivrances, si elle s'offre dans l'histoire. Tu parlais d'écriture physique, etc. Comment t'écris? Comment ça se passe pour toi? Comment c'est passé particulièrement sur ce livre? Mais l'écriture, est-ce que tu parlais de physique d'un point de vue sensation, émotion? Est-ce que c'est aussi une façon, quand t'écris, d'être vraiment quelque chose de très instinctif? Alors effectivement, c'est un livre qui est écrit à la première personne, ça n'a pas toujours été le cas, il était d'abord écrit à la troisième personne et quelque chose dans le texte éloignait de trop. J'avais très très peur de passer à la première personne. J'ai beaucoup renaclé pour ne pas passer à la première personne. Je l'ai même passé entièrement à la deuxième personne, ce qui est aussi un édifice littéraire intéressant mais abscon. Mais dès le début, j'avais vraiment envie que le lecteur soit sous la peau de Sibylle, dans cette submersion. J'aime lire des livres où je ressens des choses fortes et j'aime écrire des livres pour faire ressentir des choses fortes. Dans La petite fille sur la banquise, c'était pareil. J'ai toujours très à cœur d'emmener le lecteur avec moi, de le faire plonger avec moi, qu'il étouffe, qu'il soit dans le brouillard, qu'il respire, qu'il aille mieux, qu'il replonge, enfin voilà, qu'il accompagne complètement Sibylle et que ce qu'elle vit, elles le vivent intérieurement aussi. Et pour ça, notamment dans ce livre-là, j'ai vraiment beaucoup travaillé la ponctuation, les phrases, le ressac, ce sentiment de l'eau qui coule. À certains moments, elle respire à peine, elle est en apnée, les phrases deviennent très étouffantes. À d'autres moments, ça respire beaucoup plus grand, ça se ralentit, c'est plus ample. De la même façon qu'un chemin de rivière va passer, à des moments va devenir très tumultueux et à d'autres extrêmement serein. Voilà, je voulais que le rythme de la phrase et de sa ponctuation épouse le climat émotionnel de Sibylle. Pour répondre à ta toute première question qui était de comment j'écris, en fait souvent j'ai la note très très précise dès le départ et je travaille la phrase jusqu'à y être. Mais je suis une grande malade, je peux faire des centaines de versions de chaque phrase. Je vais travailler le paragraphe, je vais arriver à quelque chose où je sens que c'est là que je suis arrivée, où je peux arriver pour le moment, puis je continue à travailler et puis
Moi, une fois que le livre est écrit, je le reprends énormément. Il a énormément changé de version, les chapitres ont énormément bougé, enfin, même il y a des personnages qui ont disparu, enfin, c'est aussi pour ça que c'est imprécisant, c'est que pour trouver cette espèce de vertige-là, et le tenir sur la longueur d'un livre, de ces 3 mois de vertige, ça m'a pris beaucoup de temps. Je savais ce à quoi je voulais arriver, mais ça a été long de trouver comment y parvenir. Est-ce que c'est un style que tu te découvres là? Ça, est-ce que tu penses que c'est propre à ce roman? T'écriras comme ça aussi à l'avenir? C'est assez reconnaissable du coup, à ce roman, et ça s'y prête super bien. Mais est-ce que c'est un style, ou est-ce que c'était pour ce roman l'habit qu'il fallait? J'en ai pas la moindre idée. La petite fille sur la banquise, c'est pas du tout écrit avec un rythme comme ça. C'est un autre type de rythme. C'est quand même très rythmé. De toute façon, ce qui est certain, c'est que j'essaye, je dis pas que j'y arrive, mais j'essaye d'aller à l'os. Donc ce livre, il a perdu 70% de sa matière. D'abord, j'écris très ample, et puis je rétrécis. Je change, je transforme, je bouge, enfin... Donc ça, c'était déjà le cas dans La Petite Fille, un peu moins. Mais je sais déjà que ça, c'est une manière de faire que j'ai. Je suis pas du tout du premier jet, je suis du 150e jet. En tout cas, cette chose-là, qui est très particulière à ce livre-là, c'est non seulement une première personne, mais c'est une première personne dans laquelle sont intégrées toutes les voix qu'elle entend à l'extérieur. On entend la totalité du monde à son prisme. Et c'est ce à quoi j'en suis arrivée pour traduire cette chose du vertige. Mais si je parle d'autre chose, est-ce que j'aurais cette écriture-là? Non, je crois pas. De toute façon, l'écriture, elle vient chercher quelque chose de précis qu'on veut donner à entendre, à dire. Il y a une chose aussi dont je vois bien que c'est un peu mon écriture, parce que c'était déjà le cas dans La Petite Fille sur la banquise et que je le retrouve ici, c'est que j'ai une écriture qui est assez métaphorique, qui est assez organique. Ça changera pas. Les choses sur lesquelles j'écris, les choses auxquelles je pense, enfin, ce qui m'intéresse d'écrire, c'est un peu toujours ces mêmes choses-là, hein. J'écris sur le corps des femmes, par le corps des femmes, de l'intime politique, c'est ça qui m'intéresse. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Moi, je l'ai entendu souvent. On dit que quand un livre est bien écrit, on entend souvent la voix de l'auteur qui nous le chuchote. Alors peut-être qu'aussi c'est parce que je te connais, mais en tout cas quand je lisais le livre, j'avais ta voix dans mon esprit. J'avais comme des parts de toi qui habitaient les images que créait ce livre pour moi. Et je me suis posé cette question souvent. Dans quelle mesure tu es proche du personnage de Sibylle, donc qui est l'héroïne, ou même des autres? Ce qui est certain, c'est que moi j'écris à la voix. Enfin, c'est-à-dire quand je dis la note, je suis lectrice à voix haute depuis que j'ai 15 ans. Donc j'ai lu un nombre incalculable d'auteurs de prose, de romans, beaucoup plus d'ailleurs que d'auteurs de théâtre. Enfin, je veux dire, j'ai aussi été comédienne de théâtre, mais mon activité professionnelle principale, ça a été la lecture à voix haute, d'auteurs de prose, d'autrices de prose. Quand j'ai la note, c'est qu'elle est dans ma voix, c'est que tout d'un coup elle est juste. Et donc c'est effectivement une écriture qui est très orale. Je l'ai lu le texte pour la version audio et je me suis dit heureusement que c'est moi qui le lis parce que ce serait très compliqué pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a tellement de ruptures à l'intérieur enfin voilà. Donc ça c'est une première réponse à ta question. Après est-ce que je suis proche de Sibylle, de tous les autres personnages? Bah ouais, évidemment. Enfin autant que possible, j'ai essayé de me glisser. Oui, puis de les approcher en fait parce que au départ, moi pendant longtemps quand j'entendais les auteurs dire ah là là je vis avec mon personnage, je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Ça me semblait très abscon. Il m'en a fallu beaucoup du temps pour l'approcher. Sibylle, elle m'a longtemps échappé. Et puis bon, il y a Virginia Woolf qui a cette phrase magnifique. La fiction ne tombe pas du ciel comme un caillou, ainsi que peut le faire la science. La fiction ressemble à une toile d'araignée qui pourrait être attachée de façon très fine et tout de même attachée à la vie par les 4 coins. Et donc, on a beau écrire une fiction, elle est attachée aux 4 coins de ma vie. Elle est aux 4 coins de mon corps. Donc cette écriture, est-ce que elle a réveillé des choses en toi d'inattendu, ou bien même dans ta famille, dans ton entourage? Est-ce que ça a fait remonter des choses d'écrire ce livre? Je disais tout à l'heure que j'étais terrifiée de passer à la première personne. Je m'en suis rendu compte le jour où mon éditrice précédente, d'abord j'ai travaillé le livre avec une éditrice et je l'ai publié avec une autre, m'a dit écoute je pense qu'il faut que tu le passes à la première personne. Et j'ai une réaction démente dans ce café. C'était hors de question, j'avais les larmes aux yeux, je lui disais mais jamais. Et je me suis beaucoup questionnée derrière sur pourquoi j'avais une réaction aussi forte, pourquoi je voulais absolument pas passer à la première personne. Et ça avait déjà été un sujet pendant La Petite Fille sur la banquise parce que, et ça je le dis pour toutes celles et ceux qui évidemment ne l'auront pas lu, c'est un livre dans lequel je parle de moi à la 3e personne et parfois à la première
et d'autres fois à la deuxième. Cet endroit de l'identité est un endroit compliqué pour moi, aussi parce que j'ai vécu des violences sexuelles et que c'est des violences qui vous éparpillent en mille morceaux et qu'il est très compliqué de retrouver une unité après les violences sexuelles. Mais j'avais très peur, voilà. J'avais très très peur de passer au jeu et je savais pas exactement pourquoi. Et je l'ai compris beaucoup plus tard. Je savais que ça parlait quand même un peu de ma grand-mère, cette histoire-là. Je le savais depuis longtemps, mais je m'en approchais pas trop, je pensais que c'était un peu à la marge. C'est quand j'ai vraiment accepté que même si c'est pas du tout l'histoire de ma grand-mère, il y a une part de moi qui veut réparer quelque chose de mon histoire familiale dans ce livre, de l'histoire de ma grand-mère, de la relation de mon père à sa mère, et de la violence aussi de ces années-là sur les femmes. Et quand j'ai compris ça, l'écriture s'est complètement dénouée. Complètement dénouée. C'était dingue. Ça s'est passé d'ailleurs en 2 fois. La dernière fois que j'ai travaillé le texte, je l'avais déjà passé à la première personne, mais je sentais que j'y allais pas, qu'il y avait des choses où j'y étais presque, mais que je faisais du refus d'obstacle. Et donc j'ai fait un travail autour de ma grand-mère et j'ai mis au début du manuscrit que c'était en sa mémoire. Et là, ce moment de travail, en 2 semaines, le livre il a pris une dimension qu'il n'avait pas du tout avant. Vraiment un souffle, une dimension, il est devenu vibrant. Alors que jusqu'à présent, il était maladroit. Donc ça, c'était une première chose. Et l'autre très belle chose, c'est que quand j'ai compris qu'il fallait que je quitte mon éditrice précédente parce que je serais pas éditée avant la Saint-Glinglin, j'ai fait un rituel. Je te dis ça parce que toi, je sais que tu es aussi une amatrice de rituels. Mais j'ai écrit une lettre à ma grand-mère que je lui ai déposée au fond d'un lac qu'on aime toutes les deux. Et dans les jours qu'on suivit, j'ai eu une demande d'une éditrice que j'avais rencontrée totalement par hasard et qui était merveilleuse et qui me proposait de le sortir au mois de septembre là. Waouh. Ouais, c'était hyper beau. Ouais. Ouais. Ça me touche. Ce que tu partages sur les lignées de femmes, tu parles aussi de ta grand-mère, et pour moi, je pense que ça peut aussi parler à beaucoup de femmes. On l'a vu à la retraite qu'on avait faite ensemble sur les utérus, que mine de rien, les histoires des femmes, toutes les histoires avec nos utérus, elles sont quand même intriquées, en fait, dans tout simplement notre dimension, notre condition de femme aussi, à travers les décennies et les siècles. Parfois, de lire l'histoire de l'autre nous permet aussi de rencontrer la nôtre. Bien sûr. Alors, tu parles d'une part de l'édition, et aussi, tout à l'heure, tu parlais des multiples versions. Là, c'est pour les personnes aussi qui ont envie d'écrire ou qui ont ce désir-là ou qui se demandent comment faire. J'ai envie de m'adresser à l'écrivain que tu es. Au-delà de ce roman et au-delà des autres livres que tu as écrits, comment tu fais pour faire 150 versions? Moi, tu sais que j'écris un roman, j'ai écrit une nouvelle que tu avais lue d'ailleurs. Et ouais, et en tant que moi-même écrivain, je trouve que quand même écrire des versions et des versions, je trouve ça même plus dur que la première écriture, presque. Mais donc là, je sais que je t'ai vu en plus passer... je me rappelle quand on s'était vu quelques fois pendant cette écriture, t'étais en phase. Ah oui, là, faut que je réécrive ça. Là, tac, 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 je me repose des questions. Comment tu fais pour vivre ce processus-là? Non, mais parce que j'aimerais tellement ne pas en écrire 150. Enfin, je veux dire... c'est un enfer. Et j'aimerais tellement que pour le prochain... Bon, après, c'était mon premier roman. Donc j'ai eu beaucoup de choses à apprendre. Pour La petite fille sur la banquise, ma vie était naturellement très dramaturgique. Il y a eu des rebondissements, des héroïnes, voilà, il y avait des choses qui faisaient que j'ai pas travaillé, enfin je n'y connaissais que dalle en dramaturgie. Enfin après je suis comédienne de théâtre donc j'en savais des choses instinctives, mais je ne m'étais pas du tout posé ces questions-là. J'ai fait des erreurs qui ont fait qu'il a fallu que je recommence. Et j'avais à cœur de pas reprendre l'histoire du chasseur, c'est-à-dire d'être dans une dramaturgie écoféministe, d'écrire dans cette perspective, et donc de faire en sorte que ma dramaturgie ce soit pas la dramaturgie du prédateur et de la proie, celle qu'on entend partout, tout le temps, et qui permet de valider le monde dans lequel on est, où il y aurait des êtres plus singuliers que d'autres, qui du coup mériterait d'être... Parce que Ursula K. Le Guin, qui est une extraordinaire autrice de science-fiction américaine, a beaucoup théorisé dans ses différents ouvrages, notamment dans Danser au bord du monde. Elle appelle ça l'histoire des chasseurs, donc elle raconte que autrefois, les premières histoires, on était autour du feu, on se gelait, on essayait de se réchauffer, on se réchauffe aussi en se racontant des histoires, et alors toi t'as fait quoi? Ah bah moi... Je me suis baladée, j'ai pris quelques graines de sarrasin. Après, il y avait des fruits, j'en ai pris pour ce soir. Après, j'ai fait une sieste. Après, j'ai croisé Chloé, on a fait l'amour, c'était cool. Après, j'ai regardé les oiseaux, puis je suis rentrée. Ah, ok, super. Et toi, t'as fait quoi? Moi, j'étais dans les bois. Et j'ai entendu un craquement derrière moi. C'était le tigre aux dents de sabre. Il s'est jeté sur moi férocement. Je me suis débattue comme un fou. J'ai cru que j'allais mourir. À un moment donné, j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à ma fille. Je me suis dit que jamais je rentrerais. Et là, je sais pas, la présence d'esprit qu'il m'a fallu, j'ai attrapé un poignard et j'ai tué le tigre. Bon, bah, il y a une histoire qui marche beaucoup mieux que l'autre.
Et malheureusement, cette histoire-là de la proie et du chasseur, du héros, qui est l'histoire qui inonde nos imaginaires, nous a amené à une société absolument inégalitaire où certaines personnes auraient plus de droits d'existence et où certaines violences seraient plus légitimes que d'autres. C'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de l'esclavagisme, c'est l'histoire de l'exploitation de la terre, c'est l'histoire de la domination des femmes et des enfants. Moi, je veux plus raconter cette histoire-là. On a l'imaginaire saturé de cette violence et de ces dominations, donc je me suis posé aussi énormément de questions sur qu'est-ce que c'est que d'écrire une dramaturgie dans laquelle je ne reprends pas ces vieux motifs de la domination et où les pivots dramatiques, c'est pas le serial killer, etc. Voilà, donc dans mes premières versions, en fait, il se passait rien et c'était hyper chiant. C'était l'histoire... Donc j'essayais de faire des fictions paniers, comme le disait si bien Ursula K. Le Guin, mais bon, voilà, il se passait rien. Donc j'ai bossé, C'est-à-dire qu'il y avait pas toutes les étapes que là, enfin, il y avait pas les mêmes péripéties. Au début, elle marchait dans Paris et elle se posait plein de questions sur son vertige. Enfin, voilà. Et puis petit à petit, j'ai rajouté des péripéties. J'ai lu des bouquins de dramaturgie. J'ai mis des post-it partout sur ce mur. Je les ai enlevés, j'en ai remis, j'en ai enlevé, j'en ai remis. Parce que justement, il fallait réussir à avoir du suspense sans que le pivot dramatique ce soit l'histoire du méchant et de la victime. Alors oui, il y a quand même dans ce livre des méchants d'une certaine façon, mais ils sont auxiliaires. On est au rythme de Sibylle. Elle vit une violence avant le début du livre, qui est caractérisée, je veux dire, en droit pénal, cette violence, que je ne vais pas dire là parce que ça divulgacherait. Mais elle, à ce moment-là de sa vie, elle peut pas poser le mot dessus. Et donc le mot, il est pas dans le livre. Mais ce qui est moteur, c'est pas ce qu'on lui fait, c'est ses décisions à elle. Et vraiment, j'ai essayé de faire ça pour chaque personnage. Le personnage de la mère, c'est la même chose. Elle est elle-même moteur de ses propres décisions. Je voulais pas avoir de personnage qui était agi par l'extérieur, par la peur, par les méchants, etc., etc. Je voulais vraiment trouver... C'est son processus, en fait. Voilà. Passer de ces récits qui sont des récits de la puissance sur autrui, la violence sur autrui, à des récits de la puissance du dedans. Donc comment faire en sorte que ce soit Sibylle qui agit par son ressenti, par son intuition, par elle-même. Et c'est elle qui déclenche les pivots dramatiques. Donc ça, j'ai mis un temps fou. Enfin, je me suis collé une énorme contrainte. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai dû faire 150 versions. C'est que aussi, c'est beaucoup plus simple d'écrire des polars, quoi. Enfin, non, sans doute c'est très compliqué d'écrire des polars, c'est pas ça que je dis, mais qu'en tout cas, le récit du chasseur... il marche. Il marche. C'est efficace. On est accroché, ça fait des page turners impeccables. Donc voilà, j'ai écrit 150 versions parce que je m'étais collé une monstrueuse contrainte de départ à laquelle j'ai mis beaucoup de temps à répondre. Ça, c'est une première chose. Et j'ai écrit 150 versions parce que j'ai eu plein de freins intérieurs, d'auto-sabotage, de refus d'obstacles, parce que je me suis rendu compte assez vite qu'en réalité, dans cette fiction, c'était beaucoup plus intime que La petite fille sur la banquise, où quand bien même je racontais ma vie et mon existence, c'était toujours au prisme politique, je racontais une intimité à laquelle j'avais été forcée, qui n'est pas mon intimité, qui ne m'appartient pas, qui est l'intimité de toutes les personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Et donc, dans La petite fille sur la banquise, quand bien même je racontais des choses qui de l'extérieur peuvent paraître extrêmement intimes, elles étaient politiques. Et là, alors même que j'étais dissimulée par mes personnages, ça m'a demandé de descendre en moi pour justement trouver la note précise de ces ressentis. Ça m'a demandé de vraiment de rêver l'obscur, comme dit Starhawk, et de descendre beaucoup plus profondément en moi. Et donc j'ai eu peur, plein de fois. Et voilà, sauf que j'avais la note, c'est que je savais que j'y étais pas, que j'étais pas descendue assez bas. Je pense qu'on a tous des chemins très différents par la création, et qu'on n'est pas tous obligés de se coller une contrainte pareille. Ouais, ce que j'entends, c'est de l'intégrité dans ta démarche entre ce que toi tu sais que tu dois intimement dévoiler et le chemin pour arriver à ce dévoilement. Et donc j'entends aussi la quête. L'enquête. Moi, mon premier roman s'appelait Le second chemin. Et justement, c'est toute une affaire de chemin, de trouver son chemin. Et le second chemin, en théorie, il est un peu plus compliqué que le premier. Et justement, donc, est-ce que tu as partagé de ça donc, à ta famille, à ton mari, où tu écrivais d'une façon solitaire? Comment c'était pour toi donc le partage de ton écriture au moment où tu la vivais, où tu la pratiquais pour ce roman? Non, les pauvres, je les ai épuisés. Mon mari, il a lu un nombre incalculable de versions et merci à lui parce que du coup, il est vraiment celui qui en a lu le plus et qui m'a encouragé version après version après version et qui du coup aussi avait un espèce de regard un peu de l'historique des versions. Enfin, et donc j'avais besoin de retour. Je l'ai fait lire à un certain nombre de copines. Je l'ai fait lire à ma famille aussi.
Je l'ai fait lire 2 fois à ma sœur, je l'ai fait lire aussi à mes parents. Je l'ai fait pas mal de fois lire, sans doute un peu trop parce que parfois, en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas confiance et qu'on a envie que quelqu'un nous dise « mais t'inquiète pas, vas-y, ça diluait presque... » Est-ce que ça te diluait à des moments même de trop le faire lire ou... Non, j'arrivais quand même à garder mon cap parce que j'avais cette note. Et que quand même, j'ai eu des retours qui ont été très utiles, même sur des choses vraiment hyper concrètes. Enfin... Après, il y a sans doute des lectures que j'ai demandées qui n'étaient pas nécessaires, ou c'était juste pour me rassurer. Et dont d'ailleurs, je n'ai rien fait parce qu'elles m'ont dit c'est super, et qu'au fait, moi je savais que non. Et que dans ce cas-là, presque on s'en veut un peu d'avoir fait lire un truc à quelqu'un juste pour qu'il nous dise c'est super, et que nous, dans notre fort intérieur, on se dit mais c'est parce que elle est gentille, mais qu'elle a pas la note, elle en est, et que donc elle sait pas qu'en fait non, on n'y est pas. Bon, et j'ai aussi ce truc que que souvent, je suis contente de moi, au début. J'ai fini le truc quand j'ai vraiment bien travaillé. Ah, je suis contente de moi. Je me dis, c'est super. Et puis le doute revient, quoi. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai découverte, puisque j'ai jamais eu ces doutes-là dans La Petite Fille sur la banquise. C'était très clair. J'y étais pas. Je travaillais jusqu'à y être. Si je le trouvais pas, je passais à un autre paragraphe et j'y revenais, mais bon, il y avait pas aucune inquiétude. Alors que là, il y a eu beaucoup de doutes, de confiance en moi, de choses comme ça. Est-ce que c'est en prise aussi avec la légitimité d'avoir des doutes sur un roman par rapport à raconter son histoire qui est quelque chose de factuel, entre guillemets? Absolument. Le problème dans un roman, c'est que tout est toujours possible. Tout est toujours ouvert puisque rien n'existe, puisque ça sort du néant. Alors que quand on écrit un récit de soi, on a un nombre de contraintes qui est démentant. Enfin, moi, dans La Petite Fille sur la banquise, je ne me suis autorisé aucune fiction, aucune réécriture. La seule fiction qu'il y a, c'est que j'ai changé des prénoms et que j'ai raccourci des choses parce que le lecteur, au bout de la 4e histoire d'amour foireuse, a compris. Moi, il m'en a fallu 15, mais c'était trop... Voilà. Par rapport au rythme du lecteur, le lecteur comprend les choses plus vite que nous dans la vie. Mais c'est les seules incartades que je me suis faites et c'était chronologique. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement cadré. Alors que là, en fait, on peut tout faire, on peut tout changer. On peut changer tous les paragraphes de tous les chapitres de sens, on peut enlever ou rajouter des personnages, on peut... Et qu'en fait, ça, c'est terrifiant, quoi, de liberté. C'est la liberté qui est terrifiante dans le roman. Maintenant que je l'ai réussi, parce que il y a quand même eu un moment, et c'est peut-être ça important de le dire pour toutes celles et ceux qui écrivent, c'est que la dernière version, j'ai su que c'était la dernière. Wow. C'était clair. Et c'était la première fois. Et c'était vraiment clair. J'y étais. Il y a eu, après cette dernière version, des minuscules ajustements, mais j'y étais. Et je le savais, c'était la première fois que je le savais. Les autres fois, c'était bien. Mais tu sens qu'il voilà, faut gratter encore. On n'y était pas encore, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant. Cette conviction aussi intérieure qui guide aussi le processus. Et j'aimerais aussi te demander, on a parlé brièvement, tu m'as parlé du rituel pour l'éditrice. On avait parlé, je me souviens, à la retraite qu'on avait faite ensemble, je t'avais partagé que mon premier roman, j'avais pas réussi à le publier à ce moment-là. Et puis tu m'avais partagé un peu comment ça s'était passé pour toi, pour La Petite Fille sur la banquise. Et de la même façon, je me dis que ça peut aussi intéresser des personnes, ton partage d'expérience là-dessus. Voilà, ce qui te vient, tes conseils ou tes élans de partage sur quand on a un roman, qu'on y a mis du cœur, ou un roman ou un récit ou un essai même, hein, un livre, des mots qui font une histoire réelle ou imaginaire, même si l'imaginaire est parfois plus réel qu'on ne veut bien le croire ou en tout cas se le dire comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur ça? Pour La Petite Fille sur la banquise, je savais pas comment faire et du coup j'avais tapé genre sur internet comment faire, comment font les autres et j'étais tombée sur un blog qui donnait des conseils que j'ai suivis à la lettre, que je vous redonne là, donc je me rappelle plus du nom du blog mais l'idée était géniale. C'était de faire 5 listes et de les faire très sérieusement. La première liste, c'est les éditeurs de rêves inenvisageables. Deuxième, c'est les éditeurs de rêves. Troisième, c'est les éditeurs envisageables. La 4e, c'est bon, mais c'est quand même des éditeurs. Et la 5e, c'est auto-édition pas trop pourrie. Et à chaque fois, de vérifier pour chacun et chacune d'entre eux s'ils publient déjà des choses qui sont exactement dans ce que nous on fait. Voilà, de faire attention à ce qu'on a écrit existe déjà chez eux, parce que ça sert à rien d'envoyer dans la mauvaise collection, on va se prendre un refus et ça se fera mal, et alors qu'il suffisait de bien regarder la collection. Idéalement, disait le type, d'envoyer à des noms d'éditeurs plutôt qu'au service des manuscrits, ce qui moi a fonctionné et pas fonctionné, les deux. Les services des manuscrits, on est sûr d'être lu par quelqu'un. Quand on envoie un éditeur, c'est ce qui m'était arrivé chez l'un des éditeurs, il le pose sur une pile et il l'oublie. Donc ça peut aussi arriver quand on envoie un éditeur. Alors qu'au service des manuscrits, on est sûr d'être lu. Par contre, on est lu par des étudiants en lettres. Enfin, j'exagère, ça dépend des éditeurs. Parfois, c'est des gens dont c'est le métier depuis hyper longtemps et qui lisent les premières pages, parce qu'ils en reçoivent des milliers. Donc
Donc voilà, donc moi j'ai fait ça et j'aurais jamais, sans ce conseil, osé envoyer à des grands éditeurs, enfin, quand je dis grands éditeurs, des grosses maisons d'édition. Et j'ai eu la chance inouïe d'avoir de ma première liste 2 réponses, même 3 réponses positives et du coup de pouvoir choisir. Donc, c'était incroyable. Il y a aussi que mon livre, il est arrivé à un moment, enfin on était à 6 mois avant MeToo, mais ça frissonnait déjà sans doute. Voilà, c'était en 2018. Oui, Il y avait eu très peu de récits, très peu de récits sur les violences sexuelles sur l'enfance à ce moment-là. Donc voilà, c'était un livre qui arrivait aussi à un moment, parce que le contexte de l'édition a une influence énorme dans quels sont les livres qui sortent. Et ça a souvent pas grand-chose à voir avec le livre en soi. Donc ça, c'est la première chose que je dirais, c'est que je trouve que c'est un bon conseil. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas oublier le contexte de l'édition. On est dans un contexte catastrophique, où les gens n'ont jamais aussi peu acheté de livres, et où par ailleurs, il n'y a plus de nouveaux lecteurs, puisque les jeunes ne lisent pas. Ou quand ils lisent de la fantasy ou du young adulte, mais ils ne passent pas en littérature générale. Ce qui s'est le plus écroulé, c'est le roman. Les récits de soi, ça marche encore assez bien, les essais dans une certaine mesure, etc. Mais le roman, c'est catastrophique. Donc voilà, on est aussi dans un contexte de société où c'est plus difficile de faire publier des romans. Mais il en sort énormément. La rentrée littéraire, il en est sorti 484. Donc c'est bien qu'il y ait de la place éditoriale pour publier des romans. Après, il sera peut-être très peu lu, mais bon, il y a encore de la place éditoriale pour les romans. Et après, moi, la raison pour laquelle j'ai changé d'éditeur, c'est que le groupe Hachette a été racheté par Monsieur Bolloré, qui lutte de manière très active contre le droit des femmes à disposer de leur corps. Et comme c'est un des sujets de mon livre et que c'est aussi un de mes combats, j'ai adoré travailler avec Grasset. J'avais une équipe extraordinaire au droit étranger. J'avais une femme incroyable, Elie Varneke. Mon éditrice, c'était merveilleuse et c'était très dur de partir. Et d'ailleurs, ça a été dur de partir. Ça n'a pas été si simple de trouver un autre éditeur. Voilà, ça a été compliqué. Parce que t'aurais pu publier chez Grasset si t'avais fait le choix d'y rester. Ah bah oui. Donc t'as choisi, encore une fois, peut-être au nom de l'intégrité, une voie un peu moins facile quand même. Sur l'intégrité ou de la connerie, il y a quand même des moments où je me pose la question. Mais parce que parfois c'est 2 faces d'une même pièce. Mais les frontières sont toujours fines pour beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Et vraiment, entre... j'ai un petit côté butor. Mais aujourd'hui, je suis très très contente. Qui t'emmène aussi à être qui tu es et à faire ton chemin avec... et puis voilà, mes bottes sont plus petites, mais je suis droite dedans. C'était important pour moi. Après, j'ai aucun jugement sur tous les auteurs et autrices qui restent dans les maisons d'Hachette. C'est déjà tellement difficile de se faire publier. Sûr. Chacun ses chemins et chacun ses possibilités aussi. C'est bien plus complexe. Que des choix noirs, blancs. Voilà. Et il y a vraiment beaucoup de livres qui sont pas publiés alors qu'ils sont bons parce que ils tombent à un mauvais contexte éditorial ou alors dans la mauvaise collection ou alors ils en ont déjà publié un peu similaire il y a quelque temps. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que souvent c'est pas forcément le livre en lui-même. Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est qu'aujourd'hui les éditeurs, ils sont dans une telle problématique économique que ils ont de moins en moins le temps de faire leur travail d'éditeur, c'est-à-dire les allers-retours sur le manuscrit. Et donc, il faut envoyer son manuscrit quand on a la note, quand on sait qu'on y est. Parce que sinon, ce qu'ils vont voir, c'est « Oh là là, il est pas publiable en l'état et j'ai pas le temps. » Et d'ailleurs, souvent, on va recevoir ça comme lettre. Oui, mais il y a du travail. Enfin, ça fait partie des lettres types. Donc voilà, ne pas envoyer un manuscrit quand on en est à la première ou à la deuxième version, quoi. C'est trop tôt. Autrefois, les éditeurs étaient aussi des serres, des orangeries, où on pouvait laisser mûrir nos fruits. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est des distributeurs. C'est un peu violent de dire ça, pauvres éditeurs. Mais j'ai constaté aussi. Voilà. Hein. Ils ont de moins en moins de temps et de plus en plus de... Enfin, ça devient un boulot presque de rentabilité et plus de soins et d'artisanat presque. Il y en a encore qui le font dans les petites maisons, mais c'est sûr qu'ils ont une obligation de rentabilité parce que c'est un secteur qui est en crise financière et que pas de rentabilité, ça veut dire des emplois qui disparaissent. Enfin, en fait, c'est très concret. Bien sûr, c'est une industrie. Et ça, on me l'avait beaucoup dit à ce moment-là. On me dit c'est... En fait, moi, je trouve qu'on écrit parfois un peu de façon avec tout son cœur. Moi, j'écris et puis ce roman, il doit voir le jour. Puis en fait, derrière, il y a aussi, bah oui, mais c'est des industries. Et derrière, il y a tout un tas d'acteurs qui font ce travail-là, mais il faut que du coup, ça tourne. Mais c'est intéressant d'en parler et d'en avoir conscience. Et en même temps, que ça ne taise pas les élans et les passions non plus. Non. Les dernières questions que j'ai, c'est autour de ton avenir. Alors j'ai 3 questions que je vais regrouper parce que je trouve qu'elles vont ensemble. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas écrire ensuite et où tu en es de ce chemin d'écrivain, au-delà d'un roman qui est là dans tout un chemin? Et aussi, comment tu te vois à l'avenir?
Et puis, la troisième question qui va avec, c'est quel est ton rapport à l'ambition? On y a déjà un petit peu répondu avant parce que tu fais des choix qui aussi peuvent répondre à la question, mais j'avais envie de t'écouter sur ça. Je les regroupe, je sais pas si c'est un cadeau ou un... J'ai déjà commencé à travailler à mon prochain livre, dont j'ai le motif depuis plus de 2 ans. Et comme, puisque le monde n'en finissait pas de finir, j'avais pas d'espace pour le penser. Moi, pour moi, c'était très compliqué de me mettre à autre chose tant que celui-ci n'était pas publié. Je suis tellement contente qu'il le soit. C'est un chemin, pour l'instant, extrêmement embryonnaire. J'ai un certain nombre de recherches à mener et voilà, en gros, là, les plages d'écriture que je me suis calée pour vraiment attaquer, c'est novembre. Avant, j'ai trop de boulot par ailleurs. Mais j'ai décidé que je mettrais moitié moins de temps et que donc je veux qu'il sorte dans 3 ans. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit prêt dans 2 ans, puisque c'est très long. Ouais, il y a les allers-retours avec l'éditeur et tout ça, c'est généralement 1 an. Voilà. Ça, c'est mon projet. Comment je me vois? Non, moi, là, j'ai compris avec celui-ci que c'est ok, que je suis écrivaine, qu'il faut que j'arrête de me dire mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non, comme je me suis dit pendant 6 ans. Que aussi une chose qui a énormément changé et qui fait beaucoup de bien dans cette rentrée littéraire, c'est que pour la petite fille sur la banquise, et c'est bien normal, on me posait énormément de questions qui avaient à voir avec le trauma et les VSS, qui étaient des questions plutôt à une femme victime qui parle de ce qu'elle a vécu. Aujourd'hui, on me pose des questions d'autrice, et ça permet aussi de se sentir plus légitime à cette place-là. Et maintenant, je me sens vraiment bien dans cette place. Je me pose plus trop cette question-là, je sens que je creuse mon sillon, et j'ai envie d'écrire des livres, d'écrire plusieurs livres. J'ai envie de continuer à creuser cette chose-là, de toujours de rêver l'obscur, quoi, de descendre dans des espaces encore peu explorés, d'aller. Tu me demandais quelle était mon ambition, elle est très claire. Moi, j'écris pour la sœur de Shakespeare. J'ai été bouleversée par le texte de Virginia Woolf, Un lieu à soi, qui a donné le nom à ma compagnie que je co-dirige avec Ariane Dionysopoulos et Hélène Francisci. On l'a monté pour la scène et du coup, l'avantage de monter un texte pour la scène, c'est que tu es plongé dedans. H24, tu l'apprends par cœur, en tout cas des énormes morceaux, etc. Et elle raconte cette histoire-là dedans que Shakespeare avait une sœur qui était aussi douée, aussi sensible que lui et qu'elle s'est suicidée quelque part au croisement de Elephant and Castle parce que elle n'avait ni la liberté matérielle, ni la liberté intellectuelle, ni rien pour devenir Shakespeare. Et moi, j'écris pour faire de l'espace, pour créer de la liberté intellectuelle, pour créer de la liberté matérielle pour les femmes qui vont me suivre. Pour qu'un jour, quand la sœur de Shakespeare naîtra, elle puisse écrire et que ses livres soient lus. Je me place dans cette longue ligne de femmes écrivant et j'ai pas d'autre ambition que celle-là. Ça me porte complètement. Jamais j'aurais pu écrire sans Virginia Woolf, sans toutes les autrices que j'ai lues et qui ont ouvert des portes avant moi et j'espère ouvrir moi aussi des portes pour celles qui écrivent après moi et ainsi de suite, les unes après les autres jusqu'à elle. Il y a la sœur de Shakespeare. Peut-être qu'on a tout en nous, la sœur de Shakespeare un peu en nous, qui a besoin de ces mots aussi. Et en tout cas, moi, je te vois écrivain. Et je salue la poésie que tu as dans tes mots, dans ton phrasé, dans le soin que tu mets à l'articulation des idées. Et que tu places comme ça les mots les uns après les autres, d'une façon presque artisanale et en même temps acrobatique. Je trouve ça très, très agréable et très beau. On s'écoute pas faire, je sais pas très bien comment je fais. Mais... Et je vais passer à 3 questions de fin, qui sont les questions plus spontanées. Tu peux y répondre aussi longuement que tu veux, hein, mais tu peux aussi faire très court. C'est comme tu vois et comme tu veux. Qu'est-ce qui t'aide à t'aimer corps et âme au quotidien? Le yoga. Je pratique le yoga tous les matins, depuis 5 ans. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, hein. Il se trouve que pour moi, c'est le yoga de la Kundalini, parce que j'ai trouvé mon chemin avec cette pratique-là. Mais en fait, la pratique régulière d'une discipline physique qui vient à la fois aligner le corps et l'âme, parce que le yoga fait ça, on est à la fois dans l'extrêmement subtil et dans le physique, dans l'endurance. C'est un rendez-vous qui m'est devenu totalement essentiel, et qui structure mes journées, les journées où il n'est pas là... c'est plus dur. C'est pas pareil. Voilà. Et autre chose aussi, faire du vélo. Parce que c'est une liberté folle de faire du vélo que j'adore dévaler les rues à toute berzingue et que ça me connecte à ma joie. Comment vois-tu ou comment souhaites-tu voir l'humanité dans les prochaines décennies ou même les prochains siècles? J'avoue que je la vois pas beaucoup. Les temps qui viennent me paraissent de très mauvais augure.
la montée des fascismes, des masculinismes, c'est une musique qu'on a déjà entendue, des violences, leur banalisation, l'uniformisation de la pensée par les réseaux sociaux. Voilà, c'est une musique qu'on a déjà entendue, dont on sait comment elle se termine. À un moment de vertige planétaire où on n'a vraiment pas le temps de s'entretuer, où il s'agirait de sauver notre terre, notre espace de vie, pour nous et pour tous les autres êtres vivants qui n'ont rien demandé, qui sont en voie d'extinction. Donc, pour l'instant, je fais jour après jour. J'ai aucune vision de l'humanité sur les siècles à venir. J'espère qu'on aura réussi à s'élever collectivement, en conscience. Je suis dans ce moment d'une existence où je compte mes rangs. Je m'entoure de personnes qui croient pas en la violence, enfin qui en tout cas ne l'utilisent pas pour parvenir à leur fin. Après, on n'a jamais eu autant d'outils de guérison collective. Moi, si j'étais née ne serait-ce que 20 ans avant, jamais j'aurais écrit ces livres, parce que je serais restée dans la haine de moi, enfin dans la contamination, colonisation de la haine de mon agresseur, et j'aurais jamais pu écrire. Déjà, rien que le fait que je puisse écrire, c'est extraordinaire. Enfin, ça montre que quand même, on peut aujourd'hui se relever de choses dont on ne pouvait pas se relever avant. Donc il y a des choses qui sont à la fois... mais le temps manque, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que... je sais plus la combienième limite planétaire on a dépassé le mois dernier, mais je crois que c'est la 7e sur 9. C'est quand même... Waouh. Ouais. Et je trouve que la haine... Enfin, c'est tellement confortable et facile de se haïr. C'est tellement facile que je vois tout le monde s'engouffrer par n'importe quelle porte. Donc je ne sais pas très bien comment je vois le monde en lutte. Moi, je pense que je suis une combattante. Adélaïde, ça veut dire noble et combatif en celte. J'ai toujours su d'ailleurs que j'étais une combattante. Combattante. Une lumilutante, comme disent certaines. Enfin, j'aime bien ce petit mot très joli, combattante. C'est hyper prétentieux. Mais bon, j'aimerais, en tout cas, j'aspire à être une lumilutante. Combattant et militant, pour toi, c'est proche dans ce que ça évoque? Ah bah de toute façon quand tu milites tu combats parce que tu t'en prends plein la gueule. Enfin je veux dire c'est vraiment les agressions elles sont pleine face. À partir du moment où tu dis que t'es féministe dans un espace c'est vraiment violent. Ultra violent. Une violence qui est assez nouvelle hein. Enfin je veux dire il y a 10 ans quand on me disait ça c'était pas comme ça. Ah pas du tout. Ça a rien Donc à voir. Ça a bougé. Ah ça a vraiment énormément bougé et vraiment pas dans le bon sens. Ça m'évoquerait d'autres questions. Genre quelle est la part il y a la dimension de combattant et la dimension de chemin spirituel presque un petit peu plus en recul. Tu sais il y a plein de façons d'amener du changement. Mais je sais pas si t'as envie de dire quelque chose à ce sujet. Bah, enfin, pour moi, les deux sont liés. Moi, je mène pas un combat avec des armes. J'en serais bien capable. Je suis d'ailleurs antimilitariste. Je crois absolument pas qu'on puisse répondre à la violence par la violence. Et je m'engueule tout le temps avec des militants à ce sujet. Et c'est ok. Enfin, je veux dire, on a le droit d'avoir aussi des opinions divergentes. Bien évidemment que moi, je ne pense qu'au prisme de ma petite personne et que donc ma pensée est extrêmement étriquée. Donc j'ai pas de problème avec pour tous les humains. Donc j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des personnes qui soient pas d'accord avec moi. J'entends bien qu'on a chacun, on se débat avec notre propre prisme. Mon endroit de combat, c'est le combat de la pensée, de la conscience. Du spirituel, enfin, j'ai une vie qui est éminemment spirituelle, hors religion. Quelle est la question qui te hante souvent, peut-être depuis toujours? La question qui revient régulièrement. Mais comment font les autres? Ah non, mais vraiment, parfois... Je me la posais encore ce matin. Mais comment font les autres? Tellement dur de vivre. Après, je dis ça... je suis très joyeuse, enfin, je veux dire... Voilà. Non, peut-être la question... Pourquoi est-ce qu'on est une espèce aussi prédatrice? Qu'est-ce qui nous pousse à ce point à vouloir dévorer l'autre? Ça, c'est vraiment une question à laquelle j'ai aucune réponse. Pourquoi dans l'espèce humaine, il y a cette volonté de destruction aussi importante et ces capacités de création aussi magnifiques? Quel drôle d'espèce. Merci beaucoup Adélaïde pour tout cela, c'est passionnant, c'est vraiment riche de t'entendre. Est-ce que tu as envie de partager autre chose spontanément, quelque chose que tu as envie de dire pour te sentir complète dans cet échange? C'est pas du tout obligatoire, c'est une proposition. Je sais pas, là l'idée qui me vient c'est, parce que tout à l'heure je parlais de yoga et tout ça, mais marcher aussi. C'est bien, mon personnage marche beaucoup. Et marcher sans écouteurs, sinon ça compte pas. Parce que quand on a des écouteurs, on peut pas laisser la pensée vagabonder. Et moi, je crois que là, ça c'est une chose à laquelle, quand on est créateur et créatrice, il faut qu'on fasse très attention. C'est se préserver du temps de vagabondage, du temps d'inattention, où on n'a pas l'esprit, justement, pris, notre attention prise par une chose ou une autre. J'aimerais que notre société s'offre plus de vagabondage. Merci beaucoup Adélaïde. Merci Sarah. Je te souhaite plein de beaux moments avec ce roman et puis avec les suivants. Merci beaucoup.
un monde vivant. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner sur YouTube et Substack. Vous pouvez aussi le partager à un proche. À bientôt. Un monde vivant.